Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 C'est vrai. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de se retrouver pour ce webinaire avec Nielsen. Merci Xavier et son équipe d'être présents avec nous aujourd'hui pour nous présenter les conjonctures et les perspectives pour la France de 2021. On est dans une période où toute cette data elle est précieuse pour nous. On s'est vu un petit peu avant le début de ce webinaire. Moi, avant de vous laisser la parole pour la présentation, et j'imagine qu'il y aura aussi beaucoup de questions des personnes connectées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre regard et des chiffres sur l'évolution de la consommation, par exemple sur le e-commerce, bio, mais on voit que du côté des consommateurs, peut-être un léger fléchissement. Enfin, vous nous direz en détail comment la consommation évolue. La question des volumes aussi, qui sont faits par l'ensemble des industriels et donc de ce que vous avez pu relever. On est dans une période un peu compliquée en sortie des négociations commerciales et en plus derrière une crise ukrainienne. Je ne sais pas si vous avez déjà pas aujourd'hui avec cette présentation, mais là aussi votre feeling à vous sur le comportement des consommateurs, la place du prix dans l'acte d'achat. Est-ce que vous voyez une nouvelle hiérarchie entre prix, origine, qualité pour l'ensemble des produits? Tout ça, c'est des choses évidemment sur lesquelles on est preneur d'informations et en tout cas, vraiment, on vous remercie de vous prêter à cet exercice et globalement, merci aussi pour les informations que vous faites part tout au long de l'année qui sont précieuses pour nous et pour nos syndicats et pour les entreprises. Je rappelle les 15 000 entreprises qui sont représentées par l'ANIA. Ouais, merci Mickaël. Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Écoutez, on est ravis d'être là aujourd'hui avec vous dans la salle et puis avec tout le monde là connecté. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on va répondre aux questions que vous nous avez posées, que vous nous avez posées. Et on va revenir sur l'année 2021. Alors, dans cette rétrospective de l'année 2021 et dans les perspectives, on n'avait pas encore inclus, malheureusement, cette terrible guerre en Ukraine. Mais on pourra en discuter. Ça va aggraver vraisemblablement un petit peu tout ce qui va se passer, amplifier, en effet. Donc, voilà, on va peut-être faire un petit tour. Je peux vous laisser la place aussi. On mesure après. Ouais. Merci, c'est gentil. Donc, moi, Xavier Ségalier, directeur général de Nielsen IQ France. Donc, je ne sais même pas si on nous voit. Emmanuel Fournel, donc je suis directeur du service client qui travaille pour nos clients industriels donc en France et puis également au Benelux. Daniel Ducrot, donc moi je m'occupe des distributeurs, de nos relations avec les distributeurs en Europe et d'A3 Distrib sur la France. Mais on vous verra en gros plan bientôt. Alors, l'agenda, on va revenir sur les grandes outcomes de 2021 à l'aube d'une sortie de la pandémie en 2021. Après, on va parler un petit peu de ce qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire la fragmentation de la consommation. Puis on ira dans le détail sur les tendances, les opportunités pour les marques. Et puis enfin, c'est important, bien les circuits, les tendances et les mutations du commerce alimentaire, un focus sur les circuits avec Daniel. Alors, on rentre dans le vif du sujet tout de suite parce que on a 1 heure, je crois, donc il va falloir y aller.
Si on regarde les quelques points généraux par rapport à 2021, on commence toujours souvent par cet indice de confiance. Donc, c'est une étude qu'on fait au niveau global, dans l'ensemble des pays du monde, par quarter, chaque trimestre, et on mesure l'indice de confiance des ménages. Donc, on voit, là, on a fait depuis 2005 jusqu'à 2021, on voit la crise de 2008 qui avait fait qui avait été très bas en termes de confiance et qui a mis 7 ans jusqu'à 2014 pour revenir à un niveau de confiance similaire. Et on a vu, ici, vous voyez, tout à la droite de l'écran, la crise de 2020, la crise de la pandémie de 2020, qui a fait aussi une perte de confiance importante des ménages. Et on se demandait l'année dernière, comment allaient se comporter les ménages en 2021 ? Eh bien, comme la crise de 2020 a quand même des ressorts qui sont différents de la crise de 2008, et on a vu qu'avec notamment, je pense, la vaccination, la confiance est revenue très vite en 2021 pour les ménages. Elle est revenue pour la France à peu près au même niveau où elle était avant la crise en termes de confiance. Et là, on voit même que la courbe s'envole au-delà, mais ça, ce n'est pas la France ni l'Europe, c'est plutôt l'Asie et les Américains et les US qui font doper un petit peu la croissance. Alors, la confiance est revenue, certes, mais les Français, quand même, sont réalistes, en tout cas sont précautionneux, on va dire, et ils nous disent à près de 60% qu'ils pensent que le Covid va continuer à impacter leur vie, ils vont devoir vivre avec jusqu'au moins 2023, et au moins 20%, près de 20%, pardon, pensent qu'ils sont réellement impactés encore en 2022 par le Covid. C'est important, on le verra plus tard, ce sentiment d'être impacté en termes de finances, mais aussi en vie sociale. Si on parle de vie sociale, on parle des sorties. Et un point qui nous paraissait intéressant à montrer aussi de manière générale sur 2021, c'est le CHR, donc les hôtels-restaurants, la consommation en hôtels-restaurants. Vous savez qu'en 2021, la consommation en café et au restaurant a été réouverte à mi-année. Et à partir de mi-année, on a pu retourner dehors, on a pu consommer dehors, mais on voit quand même que de mi-année à fin d'année, on a quand même une baisse de 6% des volumes de boissons en CHR. Il y a 11% de la clientèle habituelle des CHR qui ne sont pas revenus en 2021, et qui est assez cohérent avec les 9% des Français qui nous disent qu'ils ont encore besoin en 2021, ils avaient besoin de réassurance pour revenir faire de la consommation hors domicile. Et point qui est très important sans doute pour 2022, c'est qu'il y a près d'un tiers des Français qui nous disent qu'ils ont l'intention, malgré la reprise de la confiance, ils ont l'intention de réduire leurs dépenses hors domicile en 2022. C'est important pour un certain nombre de catégories. Alors, si on regarde l'impact, justement, de manière générale, l'impact du Covid, donc sur les foyers français, on a séparé les foyers français en 4 catégories. Il y a les foyers français qui étaient impactés avant la crise. Ce sont les contraints. Ils étaient déjà contraints avant la crise. Il y a les foyers français qui ont été fragilisés par la crise, c'est-à-dire leurs revenus concrètement ont été touchés par la crise du Covid en 2020 et 2021. Il y a les prudents qui proactivement n'ont pas été touchés, mais proactivement ont décidé de faire attention à leur défense. Et puis après, il y a les préservés qui s'estiment ne pas avoir été touchés par la crise du Covid. Il y a 2 choses qu'on peut dire, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce slide, mais on va aller vite parce qu'on a pas mal à passer, mais il y a 2 choses. La première chose, c'est que vous voyez, il y a le chiffre vert, mais en dessous, il y a un petit chiffre blanc qui fait la comparaison par rapport à 2020, parce qu'on avait aussi cette catégorisation des foyers déjà en 2020, et on voit quand même qu'il y a bien cette reprise de la confiance, puisqu'il y a moins de contraintes, il y a moins de fragilisés, il y a beaucoup plus de prudents. Mais ils ne sont pas estimés préservés, mais les gens ont migré vers une attitude prudente vis-à-vis du Covid. Et puis la deuxième chose, elle est très claire, c'est que quand on additionne les fragilisés et les prudents, on est à 60% pratiquement des foyers français qui, désormais, vont changer leurs habitudes d'achat et faire très attention, que ce soit proactivement ou réactivement, faire très attention au prix.
notamment, et à leurs dépenses. Et c'est d'autant plus important, voilà, ça n'a échappé à personne, il y a le retour de l'inflation. Donc ça, ce sont les chiffres à fin janvier. Février, pardon, excusez-moi. Janvier, c'est une erreur, c'est vrai. Fin février. C'est avant la crise ukrainienne. Et on voit que le prix, évidemment, ce n'est que en moyenne, quand on prend tous les produits, l'exhaustivité des produits, on est à plus 0,52 à fin février. On voit en gris foncé qu'évidemment, pour les premiers prix, on a une inflation plus élevée. Hein. Les premiers prix mécaniquement sont beaucoup plus impactés par la hausse des matières premières, de par leur structure de produits, de coûts. Et puis, les plus grandes marques, elles, sont encore un petit peu en déflation. Bon, donc 0,52, c'est important, c'est vrai que c'est important. Ça reste quand même très mesuré par rapport à l'ensemble des autres hausses, inflation des autres domaines qui sont touchés par, qui sont consommés par les pays. Et aussi, ça reste très mesuré. Là, à droite, on le voit dans le slide, par l'évolution de l'inflation sur le PGCFLS dans les autres pays du monde, à fin février. Octobre, pardon. Mais les tendances sont restées les mêmes, c'est-à-dire presque 10% en Russie, presque 7% aux États-Unis. Donc ça reste assez modéré finalement en France à ce stade. On y reviendra peut-être, ou ça sera peut-être l'objet de questions. Évidemment, dans les mois qui vont venir, les choses vont évoluer de manière un petit peu plus importante, sans doute. On pourra y revenir éventuellement. Si on creuse un petit peu au-delà de la moyenne de l'inflation, on sait que malheureusement, il y a des catégories qui sont bien plus touchées par l'inflation et par la hausse des matières premières. La hausse des matières premières, il y a bien sûr les pâtes alimentaires, mais il y a le café, le beurre, etc. Et on voit à chaque fois, c'est la courbe en gris très foncé, qu'évidemment, à chaque fois, ce sont les premiers prix qui marquent une inflation très forte. Et les pâtes, on est aussi dans les MDD, les marques nationales, il y a une inflation assez quand même importante aussi. Il y a deux autres éléments généraux pour dresser l'image générale de 2021 qu'on veut mentionner. Le premier, c'est le solde naturel. C'est quelque chose à avoir en tête, à long terme, moyen terme. On n'a jamais été aussi bas en solde naturel. On voit là ici la courbe des naissances et la courbe des décès. Et la courbe des naissances qui descend un petit peu inexorablement et la courbe des décès qui monte. On est clairement sur un vieillissement de la population très important. On n'a jamais eu autant de décès depuis la Seconde Guerre mondiale, pour être clair. Et donc, eh bien, on sait qu'à moyen terme, à long terme, tout cela va avoir un impact sur les catégories, des catégories à la hausse, à la baisse, mais ce vieillissement de la population a un impact certain, c'est sûr. Le deuxième élément, et c'est ça qu'on va développer dans le second chapitre, c'est la fragmentation, l'individualisation de la consommation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, on le sait, mais c'est quelque chose qui, pour nous, ces dernières années, notamment avec la crise du Covid, a été vraiment fortement augmenté, cette fragmentation de la consommation. Et il y a quelques chiffres comme ça qu'on peut partager déjà à ce stade pour montrer la complexité aussi du contexte de consommation. On est maintenant à plus de 5 enseignes qui sont fréquentées par les foyers. On a passé la barre des 5 par rapport à il y a 5 ans. On est à plus 12% de références qui sont vendues dans les hypermarchés par rapport à il y a 8 ans. Et on a atteint presque 22 000 références en moyenne sur les hypermarchés. C'est plus, en 2021, 22 000 références en moyenne, c'est plus même qu'en 2019. Donc il y a plus en plus, les consommateurs sont de plus en plus exposés à un nombre croissant de références. Et aussi intéressant, sur la gauche du slide, on voit les circuits qui sont fréquentés par les foyers. Et si les foyers, bien écoutez, fréquentent de la même manière à peu près les hypermarchés, on voit par contre que pour les circuits bio, surgelés, les proximités, eh bien, ce sont les foyers aisés qui surfréquentent ces circuits. Et
en effet miroir inversé, hein, sont beaucoup moins fréquentés par les foyers qui sont les plus modestes, qui eux, par contre, surfréquentent évidemment les SDMP. Donc SDMP, c'est Aldi et Lidl, grosso modo, et puis les solderies aussi. Donc c'est pour vous donner un avant-goût de cette fragmentation. Tous les foyers ne sont pas, et bien sûr, identiques dans la manière de consommer et là où ils vont fréquenter. Et donc justement, si on regarde au-delà de la moyenne, la fragmentation. Avant de parler de la consommation et de la fragmentation de la consommation, on voulait donner quelques idées sur quelques éléments sur les consommateurs d'abord. Et si on regarde les sommes dépensées par les consommateurs, hein, en moyenne sur le PGCFLS par an et par foyer, on voyait que évidemment il y a un pic en 2020 et 2021, on le sait, mais c'est quand même une hausse régulière des sommes dépensées. Mais c'est néanmoins important de montrer sur la droite du slide que la part de ces dépenses alimentaires, malgré tout, si on prend les foyers modestes qui fonctionnent avec un SMIC, la part des dépenses reste à 21%. Donc bien sûr, il y a une augmentation des dépenses importante, mais la part de ces dépenses sur les foyers modestes reste identique. Et si on va au-delà de la moyenne des sommes dépensées et qu'on regarde les différentes structures, les différentes typologies de foyers qu'on a. Alors là, on en a mis quelques-unes. Ça va des futurs parents, personnes seules, aux pré-retraités, aux jeunes parents, aux foyers avec adolescents. On voit bien sûr que là, du coup, les 3 000 € de moyenne eh bien, sont bien différentes. Ça va des futurs parents à un peu plus de 2 000 €. Aux familles avec adolescents, évidemment, il y a beaucoup de bouches à nourrir. Et ça consomme des adolescents. On arrive à plus de 5 000 € par an et par foyer. Et donc, c'est important de voir qu'évidemment, la structure, la typologie des foyers fait qu'on dépense des sommes différentes et aussi que la typologie des foyers fait qu'il y a des comportements de consommation qui sont différents pour illustrer cette fragmentation. Là, on a choisi 3 types de foyers, trois structures. Il y a la structure des futurs parents, les familles avec adolescents au centre et puis les couples en retraite ou en pré-retraite. Et on voit clairement que leur consommation, elle est différente. Les brand lovers, c'est-à-dire ceux qui sont fans des grandes marques, eh bien, sont bien représentés chez les futurs parents, chez les couples en retraite, mais beaucoup moins avec les familles pour adolescents, qui, eux, par contre, ont une sensibilité au prix plus importante que les autres typologies qu'on a mentionnées. Eh bien, c'est normal. Des adolescents, des familles, ben voilà, des grandes familles, il faut faire attention au prix, c'est important quand on va ce sont les solderies pour les familles adolescents et les futurs parents, là où les couples en pré-retraite vont aller plutôt préférer aller dans le frais et les circuits bio. Voilà, c'est pour illustrer que entre typologies, les styles de consommation peuvent être différents. Mais même à l'intérieur d'une typologie donnée, si on prend par exemple les couples en pré-retraite et en retraite, même à l'intérieur d'une typologie, on voit qu'il y a à peu près les mêmes sommes dépensées par an, que ce soit des niveaux de vie aisés ou des niveaux de vie un peu plus modestes, mais quand même, la consommation peut être un petit peu différente. Et on voit que le poids des MDD pour une même typologie de foyer peut être différente. On en a moins chez les niveaux plus, et on va aller vers plus de MDD chez les foyers en pré-retraite qui sont un petit peu moins élevés. Alors, à ce stade, toujours sur la fragmentation, il y a 2 tendances qui sont apparues récemment avec la crise de Covid et qui sont des accélérateurs de la fragmentation. La première, évidemment, c'est le télétravail. Alors, sur le télétravail, on n'a pas trouvé de référence pré-Covid pour savoir combien il y avait de foyers, quel était le poids des télétravailleurs. On n'en a pas trouvé beaucoup. Ce qu'on a trouvé, c'est que ça tournait autour, on n'a pas trouvé de chiffre définitif, mais que ça tournait autour de 3%, 5% maximum de télétravailleurs avant le Covid. Là, on voit qu'on est en fin d'année 21 à 18% de télétravailleurs. Et sur ces télétravailleurs, encore une fois, si on va au-delà de la moyenne, on voit que les profils sont bien différents. C'est-à-dire qu'évidemment, on est presque à 50% de télétravailleurs chez les cadres sup,
quand chez les employés et les cadres moyens, on est plutôt à 20%. Et puis, on est à un peu plus de 15% dans les zones qui ne sont pas très urbaines, et on va atteindre près d'un tiers dans les zones très urbaines de la région parisienne, par exemple. Et c'est important parce que, évidemment, un télétravailleur, il ne consomme pas pareil qu'un travailleur qui va aller au travail. Il y a le travailleur, il va soit à la cantine, soit au resto, le télétravailleur, il mange chez soi. Donc ça a un impact sur les catégories qui vont être achetées par ces populations. Mais aussi, on sait que le télétravailleur, par exemple, sur les circuits, ça a un impact. Le télétravailleur est beaucoup plus enclin à faire des achats e-commerce que d'autres. Et donc, cette nouvelle tendance du travail va être, comme ça, un accélérateur de la fragmentation de la consommation. Un autre facteur, eh bien, évidemment, c'est la conquête de l'Ouest. C'est la migration qu'on a vue au niveau immobilier, mais aussi qu'on voit là, vous voyez, les régions, les départements français qui sont avec un chiffre d'affaires qui est bien plus élevé par rapport à 2020, mais aussi par rapport à 2019 d'ailleurs, toute la région ouest, notamment la région côtière, au détriment des métropoles, notamment de la métropole parisienne. Et c'est important sur les catégories qui vont être consommées, mais aussi c'est important sur la droite du slide, sur les circuits qui vont être utilisés, puisqu'on sait que l'ouest de la France, eh bien, il y a une concentration plus importante des indépendants, notamment. Donc, ça va avoir un impact important. Alors, ce qu'on peut nous dire aussi sur cette fragmentation, c'est que la crise sanitaire de 2020 et de 2021, ça a été un accélérateur des tendances de consommation qui existaient avant le Covid. La crise les a accélérées. C'est ça qu'on va voir avec un petit peu de détails maintenant. Alors, avant d'aller dans le détail, d'ailleurs, juste les chiffres généraux. L'évolution du chiffre d'affaires alimentaire non alimentaire, c'est moins 0,3%. Et pour une fois, c'est égal entre le non-alimentaire et l'alimentaire. Sauf que l'alimentaire, l'année dernière, enfin en 2020, on a été à un chiffre énorme d'augmentation, on le sait, suite à la crise sanitaire. Donc à moins 0,3, c'est une performance extrêmement honorable. On est presque flat, on est pareil que 2020, ce qui est très bon. Et le non-alimentaire avait souffert en 2020. Là, ils sont flat, donc c'est pas extraordinaire. Il y a plus de textiles, mais c'est mécanique, puisqu'en 2020, il y avait eu moins d'achats textiles. Et on reviendra sur le surgelé, les PGC, etc. dans les slides suivants. Un point à mentionner ici, là, vous voyez la courbe en vert, c'est 2021, la blanche, c'est 2020. On voit que finalement, entre l'évolution du chiffre d'affaires PGC-FLS à la semaine, on voit que finalement, les courbes sont identiques. La seule différence, ce sont les deux pics, qui sont les deux gros confinements de 2020, les deux pics en blanc. On est à moins 0,3%, on l'a dit. On est encore en valorisation quand même du PJCFLS, puisqu'on est quand même à moins 2% sur les volumes et qu'à moins 0,3% sur la valeur. Et finalement, les deux pics blancs qui n'ont pas été, de 2020, qui n'ont pas été reproduits en 2021, eh bien, c'est une perte de près de 400 millions d'euros sur le PJCFLS en 2021 versus 2020. Et cette perte de 400 millions d'euros, elle est principalement portée si on regarde les catégories les plus contributrices aux pertes en 2021, eh bien, elle est principalement portée, vous le voyez en bas du slide, par les masques. En 2021, on a perdu 300 millions d'euros sur la vente de masques par rapport à 2020. Et ce qu'on peut dire aussi, donc là on voit les catégories qui ont été les contributrices aux pertes, on voit que beaucoup d'entre elles étaient celles qui ont été poussées mécaniquement en 2020, avec le home fait à la maison notamment, etc., et qui, donc mécaniquement en 2021, ont été un petit peu moins, ont un petit peu moins vendues. Intéressant de voir en gris clair, il y a quelques catégories, mais très peu finalement, qui étaient aussi en recul, qui sont aussi en recul versus 2019. On n'a pas tant que ça. Et si on regarde par contre les catégories qui sont contributrices de la croissance, eh bien, on voit que celles qui sont en vert foncé notamment étaient celles qui ont souffert en 2020 de la crise du Covid.
les sandwichs, les produits frais, le champagne, les chocolats saisonnés, tout ça avait souffert l'année dernière et là sont revenus avec le snacking en 2021. À signaler, c'est important par rapport à ce qu'on disait dans la continuité des tendances. En vert clair, on voit des catégories qui sont en croissance depuis 5 ans, qui ont toujours été en croissance en 21, mais ça fait 5 ans qu'elles croient. Notamment, on peut citer les bières, qui sont en croissance constante, qui sont une catégorie très importante, et puis aussi les plats cuisinés et la world food, l'asiatique, etc. Mais je pense qu'on y reviendra ça avec Emmanuel. Donc, dernier point, très vite, nous, on suit 277 catégories du PGCFLS. Et en résumé, avant de laisser la parole à Emmanuel pour rentrer dans le détail des catégories, on a 220 catégories qui n'ont pas vu leur tendance bouger depuis 2019 avec la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'elles étaient en décroissance avant, elles sont toujours en décroissance. Elles étaient en croissance avant la crise sanitaire, elles sont toujours en croissance. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a peu de choses ont finalement changé et beaucoup de choses ont été accélérées. Je laisse la parole à Emmanuel. Merci Xavier. Alors, on a du coup isolé certaines tendances de consommation, c'est pas exhaustif évidemment, mais qui illustrent un petit peu tout ce que disait Xavier, c'est-à-dire cette fragmentation, cette individualisation, et puis cet effet de catalyseur de la crise finalement, d'accélération à la hausse ou à la baisse de certaines tendances. Alors, je ne vais pas nécessairement tout passer en revue parce qu'on n'a pas forcément le temps et que je veux qu'on garde du temps aussi pour Daniel sur la partie distribution. Néanmoins, il y a quelques éléments à mettre en exergue qui me semblent importants. Alors, pour info, j'ai gardé l'hygiène beauté en masqué. On pourra le traiter si on a le temps, si vous le souhaitez. Vous l'aurez de toute façon. On se concentrer sur les catégories alimentaires. Mais encore une fois, si vous voulez des infos, vous les aurez. Il y a un premier point qui nous paraît important, qui est sur le surgelé, et le surgelé salé en particulier, qui a connu, alors que depuis 5, voire même 10 ans, on était sur des croissances atones pour le surgelé salé, qui a connu un boom énorme en 2020 avec les périodes de confinement, avec la crise, la volonté d'éviter de croiser trop de gens en magasin, et donc de s'y rendre trop souvent, et donc de stocker du surgelé au maximum. On a eu aussi un phénomène d'achat de congélateurs très marqué en 2020, et forcément, une fois qu'on a acheté un congélateur, on a envie d'utiliser et de le réutiliser, c'est assez mécanique, surtout dans les zones rurales, d'ailleurs plus que des zones urbaines, c'est aussi compréhensible par la taille des logements. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2021, on n'a pas vu de fort mouvement à la baisse du surgelé salé. On est sur un moins 2% après un moins 11, un plus 11, donc sur 2 ans, on est à plus 10%, donc une croissance très très forte par rapport aux tendances précédentes. Et ça se confirme aussi, au-delà de ce qu'on voit nous dans les circuits GMS, hypermarchés, supermarchés, e-commerce, discounters et proximité, dans les circuits spécialistes comme des Picard, par exemple. Les Freezer Center ici sont les chiffres d'évolution des magasins Picard et autres magasins surgelés du même genre sur 2 ans qui montrent une croissance très très forte aussi, encore une fois liée à ce phénomène de praticité, de pouvoir stocker des produits surgelés dans cette période de crise. Alors, l'aspect praticité, c'est un phénomène important, mais ce n'est pas le seul. Il faut avoir aussi en tête que le surgelé, finalement, c'est ce que vous voyez en bas à droite avec l'exemple des haricots verts, c'est aussi un moyen de s'acheter des légumes moins chers que ce qu'on peut trouver dans le rayon ambiant ou dans le rayon frais. Et ça met en lumière, et là on revient sur l'individualisation, fragmentation de la consommation, on met en lumière que l'acheteur, finalement, les acheteurs de surgelés et ceux qui sont surreprésentés dans les achats de surgelés, c'est plutôt des foyers très familiaux, ruraux, avec des niveaux de vie un peu plus faibles. Et là aussi, on met en exergue le fait que pour eux, c'est aussi l'occasion de se payer une certaine consommation à moindre frais. Et on va faire le lien, vous verrez, avec d'autres types de consommation derrière qui sont différentes et qui touchent des publics tout à fait différents. Donc, point important sur le surgelé par rapport à des catégories fraîches ou ambiantes. Pour info, il y a un peu plus de détails en masqué dans la présentation à laquelle vous aurez accès. Autre phénomène majeur, Xavier en a parlé, c'est le retour en force des catégories snacking, retour en force à des niveaux même supérieurs, vous le voyez sur la gauche, à ce qu'on avait en 2019. Donc on a beaucoup parlé de la chute des catégories salade, sandwich, etc., l'an passé avec la présence à la maison, le fait maison, etc. Mais le snacking qui était en très forte croissance depuis des années revient encore plus fort cette année. Vous voyez sur la droite les types de catégories qui sont en forte croissance. C'est assez généralisé sur du snacking solide ou liquide, sur du snacking froid comme sur du snacking chaud, c'est assez important. Vous voyez les plats chauds et les snacks chauds. C'est aussi une nouvelle tendance, en tout cas, qui s'est accélérée avec le Covid, avec la présence à la maison, parce qu'on est passé souvent d'un snacking froid à un snacking chaud, parce qu'on est chez soi, on a le micro-ondes dans le four pour pouvoir réchauffer les plats.
Et donc, c'est une croissance qui revient à la tendance qu'elle avait connue avant la crise pour le snacking et qui accélère même par rapport à 2019. Un des points importants et un des pôles importants de croissance, c'est l'exotique. Et derrière l'exotique, en fait, se cache la croissance de la cuisine du monde, qui est un phénomène intéressant parce qu'à la fois, bon, peut-être qu'on s'est mis à consommer de la cuisine du monde parce qu'on ne pouvait pas voyager très concrètement, très physiquement, et que c'était un moyen de s'évader. C'est aussi à mettre en lien avec les tendances qu'on voit sur toutes les applications de livraison de repas à domicile, parce que même si les burgers, les pizzas restent les premiers produits qu'on commande sur ces applications de livraison, tout ce qui est cuisine asiatique, japonaise en particulier, tout ce qui est mexicain, connaît de fortes croissances et c'est souvent très, très novateur sur ces applications de livraison de repas à domicile. Et on touche là une cible, pour le coup, si on pense au surgelé tout à l'heure, très, très différente. C'est une cible beaucoup plus jeune, c'est une cible beaucoup plus urbaine, beaucoup plus parisienne. Et ça met aussi en exergue la tendance en France et puis ailleurs qu'en France, mais le succès de tout ce qui est asiatique, un petit peu, les mangas, le succès d'une Japan Expo, par exemple, qui connaît des records d'entrée année après année et qui va un petit peu avec cette tendance-là sur laquelle de plus en plus d'industriels essaient de capitaliser pour justement toucher ces consommateurs qui sont en attente de cette cuisine du monde. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de le mettre en regard de tous les discours qu'on peut avoir par rapport aux produits locaux. Alors l'un n'empêche pas forcément l'autre, mais c'est vrai que dans un petit peu l'imaginaire de consommation, le produit local, c'est quelque chose qui est très important et qui est valorisé, mais le côté global et cuisine du monde est aussi tout à fait recherché. Donc il y a aussi cette opposition entre ces deux problématiques qui est assez intéressante à noter sur l'alimentaire en France en 2021 et puis à moyen terme. Ce n'est pas une tendance qui est complètement nouvelle. J'ai aussi masqué la partie sur l'apéritif. Là aussi, on a des vraies confirmations de tendance de ce qu'on voyait avant la crise sur l'apéritif solide, sur l'apéritif liquide, la bière en particulier, qui est depuis 20 ans the catégorie en croissance sur le PGCFLS et ça ne déroge pas à la règle depuis 2 ans. Là aussi, on voit une cible assez particulière sur cette catégorie de l'apéritif consommé à la maison. C'est une cible avec un petit peu moins de revenus dans des zones plus rurales qui décide de se détourner en partie des restaurants. Tu parlais, Xavier, du CHR tout à l'heure, pour s'acheter des produits en GMS, ça coûte moins cher, et faire la fête soit à la maison, soit même en louant des salles. Il y a d'autres analyses sociologiques là-dessus qui ont été publiées récemment. C'est assez intéressant de constater qu'on le voit nous aussi dans nos chiffres. Vous pourrez voir ça en masqué. La consommation alternative, on en parlait tout à l'heure, c'est un point qui est important parce qu'on voit là, pour le coup, c'est un des phénomènes sur lequel la crise a joué un rôle. C'est important. Hyper évident de s'entendre sur la définition. Nous, on met là-dedans tout ce qui est alors évidemment bio, qui fait à peu près 50% de cette consommation alternative, le local, les produits naturels, donc des listes d'ingrédients plus courtes, le do-it-yourself, le DIY, le végétal, donc les substituts de protéines animales, les produits écologiques, en entretien de la maison en particulier, le vrac également. Et on va voir finalement que pour ces consommations, on retrouve toujours un petit peu la même cible. Et ça va être un petit peu un des nœuds du problème, entre guillemets, c'est-à-dire une cible plutôt CSP+, plutôt urbaine, plutôt familiale. Et la cible de ces propositions a du mal à s'élargir, justement. Donc, on va parler un petit peu de prix, parce que c'est un des critères majeurs qui fait que la cible ne s'élargit pas nécessairement. Vous voyez sur la gauche le dynamisme année après année de ces propositions alternatives dans leur ensemble. En 2019, par rapport à 2018, ce pôle-là est en croissance de plus de 16%. En 2020, c'était 12% de croissance par rapport à 2019. Cette année, c'est 1% de croissance par rapport à 2020. Donc, on voit là vraiment le ralentissement, finalement, du dynamisme de ces propositions. Alors, pour autant, je ne vais pas tout passer en revue, mais quand on parle de produits équitables, de produits locaux, d'ingrédients locaux, de responsabilité des entreprises, tout ça, c'est très présent dans la tête des Français. Quel que soit l'item, 80% des Français qui considèrent que c'est important ou très important. Maintenant, du déclaratif à l'achat, il peut y avoir des différences. Et c'est ce qu'on constate. Je vous donne quelques exemples, encore une fois, sans être exhaustif. Le vrac, on a 6 points d'acheteurs en moins en 2021 par rapport à 2020. Donc 31% d'acheteurs de vrac au moins une fois cette année par rapport à 37% l'an passé. Et un quart qui nous disent « Je ne comprends pas que le produit vrac soit plus cher que le produit emballé dans le rayon classique. » Et il peut y avoir de très bonnes raisons, d'entretien d'atrémie, etc., etc. Mais au moins, pour le consommateur, c'est un fait incompréhensible, quoi. Il y a encore une étude récente, je crois, de 60 millions de consommateurs qui montrait que, dans de très nombreux cas, les prix étaient plus chers pour un produit vrac par rapport à son produit comparable en rayon traditionnel. Surtout que, quand on pense aux 2 premières raisons d'achat en vrac, alors la première, c'est limiter ses emballages, donc ça, OK. La deuxième, c'est d'acheter moins pour limiter la dépense. Forcément, parmi ceux qui arrêtent,
il y a des gens qui vont nous dire que le prix, c'est un problème. Et en plus, quand on met ça en regard d'autres consommations, on voit que les acheteurs de vrac, à peu près pour les 2/3, c'est les gros acheteurs de bio. Donc, on est sur cette cible très familiale, très CSP+, etc., pour qui le prix, à un moment, est un problème. Et ça, on le voit sur la consommation de bio, on voit sur la consommation de produits végétaux, on voit sur la consommation de produits écologiques en entretien de la maison. Plus le prix augmente pour ces propositions par rapport à une proposition conventionnelle, plus les performances des produits vont baisser. Donc, on reste là quand même sur une équation importante à résoudre, qui est, pour un produit qui est 30 à 50% plus cher, comment je justifie pour le consommateur du réel avantage produit pour le convaincre d'aller mettre ce prix-là. Et on voit là sur le vrac, typiquement, c'est une des raisons du plafond qu'on a pu observer cette année. Et végétal à gauche, produits écologiques à droite, vous voyez le même ralentissement, alors pas dans les mêmes proportions, le même ralentissement en tout cas de la croissance, voire même décroissance maintenant de chiffre d'affaires pour les produits écologiques sur la deuxième partie de l'année. Donc même logique, même type d'acheteur et même type de cible qui ne s'élargit pas suffisamment parce qu'il y a un critère de prix qui est très important. Le bio, alors encore une fois, c'est le produit classique, j'ai envie de dire, et quand on se parle de consommation alternative, on pense bio en particulier. La première année en grande surface alimentaire de recul du bio que nous, chez Nutranature, on est mesuré. On est à moins de 4 en chiffre d'affaires par rapport à l'an passé. Alors on peut se dire oui, mais très forte croissance en 2020. C'est vrai, donc on repasse sur un historique très fort, mais la croissance sur 2 ans, c'est plus 11%. Avant l'année 2020, on était sur des croissances annuelles de l'ordre de 20% depuis 2015 à peu près. Donc sur 2 ans, on est à plus 11%, alors qu'avant, on enchaînait les plus 20% année après année. Donc on voit quand même qu'il y a un vrai phénomène un petit peu de tassement de la problématique, et en tout cas de cette proposition de produit. Et on voit même les foyers les plus aisés, c'est ce que vous voyez ici, qui étaient les seuls l'an passé à continuer à mettre de plus en plus de bio dans leur panier, qui freinent la part de leurs achats consacrés au bio. Donc on voit que même sur les cibles les plus consommatrices de bio, on atteint l'espèce de plafond. Donc, juste fais une parenthèse, on avait, nous, à notre webinaire sur le sujet qui était organisé début février, Laurent Wynne, qui est le directeur général de Björg et compagnie, qui nous parlait justement de ce bio qui devait, justifier de sa promesse, être aussi un peu déculpabilisant dans une période de crise où on a peut-être un petit peu marre en tant que consommateur des injonctions de consomme mieux, consomme plus écologique, consomme plus responsable pour la planète, etc. Il faut pouvoir justifier du vrai apport produit pour aller mettre le supplément de prix qu'il peut y avoir sur une proposition bio. Donc c'est un peu ce qu'on dit ici là sur ce dernier slide. Je ne vais pas forcément vous le refaire, mais dans un pays comme la France où la nutrition reste très très importante, le plaisir, le goût reste très très important, il faut aussi que ces propositions mieux-disantes allient tous ces aspects-là pour qu'on soit prêt finalement en tant que consommateur à mettre le juste prix pour ces propositions, parce qu'effectivement c'est plus cher, c'est normal, mais il faut pouvoir le justifier pour le consommateur et le convaincre, j'ai envie de dire, de plus en plus, maintenant que le bio, sans être le marché de masse que certains pouvaient attendre à une époque, est un petit peu entré dans les mœurs. Il y a 98%, je crois, des Français qui achètent du bio au moins une fois en grande surface alimentaire. Donc je vais un petit peu vite, mais pour de bonnes raisons. On voulait aussi vous parler de comment la croissance des marques nationales en particulier, face au MDD également, s'est construit en 2021 par rapport à 2020, parce que c'était quand même 2 années assez particulières. Donc quelques slides pour l'illustrer. La photo globale, que je pense que la plupart d'entre vous ont en tête sur l'ensemble de la grande consommation du PGCFLS, avec les MDD qui sont en recul, on va en reparler un petit peu plus loin, alors que les marques nationales, qu'elles soient de grands groupes, donc grands groupes, plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en GMS sur un an. Les petites entreprises, c'est les PME, les TPE, les TI qui font moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, croissance plus importante des petites entreprises, ça c'est quelque chose, encore une fois, qui n'a pas changé avec la crise, c'est quelque chose qu'on voit depuis 10 ans. Ça se confirme cette année, comme vous le voyez ici. Comment la croissance des marques en particulier s'est faite? Alors, il y a un phénomène promo qui est très important, qui est en partie mécanique, parce qu'évidemment, en 2020, en avril 2020, en plein confinement, distributeurs et industriels ont quasiment arrêté la promotion. Donc forcément, cette année, on est repassé sur un historique très faible qui a nourri la croissance des ventes promotionnelles. Néanmoins, mois après mois, à part un mois dans l'année, ça m'échappe, mais à part un seul mois dans l'année, tous les mois, les ventes promotionnelles ont été en croissance par rapport à 2020. Donc, ce n'est pas juste une question mécanique par rapport au premier confinement, c'est aussi une volonté, Daniel t'en reparlera d'ailleurs, de pousser l'intensité promotionnelle et le niveau de discount offert aux consommateurs pour aller faire revenir des consommateurs en rayon. Certains circuits en ont besoin. Petites entreprises également, ce n'est pas qu'un phénomène de grandes marques.
Et la partie en vert fluo, c'est le e-commerce. On pourra y revenir aussi un petit peu tout à l'heure avec Daniel, qui a mécaniquement fait une part importante de la croissance, également pour les fabricants les plus en croissance. J'en parlerai tout à l'heure. Sur la MDD, rapidement à gauche, vous avez la part de marché valeur des MDD depuis 7-8 ans en France. Et vous avez également l'évolution dans plusieurs pays d'Europe entre 2021 et 2020 sur la droite. Vous voyez qu'on atteint un niveau historiquement bas de part de marché valeur pour les MDD. Peut-être qu'entre Egalim et la période Covid et la moindre promo depuis 2 ans, c'est une baisse de part de marché qu'on aurait pu observer avant. Donc, quoi qu'il en soit, on se retrouve avec un niveau historiquement bas de part de marché pour les MDD en France. Et on voit que cette baisse de part de marché des MDD, elle n'est pas propre à la France. Elle se fait dans la plupart des pays. Et finalement, là où la MDD résiste un petit peu mieux, c'est aussi des pays où parfois le taux promotionnel a été diminué pour les marques, ce qui a laissé de la place en regard à la MDD. Alors, si je reviens sur la croissance des marques nationales, les MDD ont perdu 0,7 points de part de marché. Donc, mécaniquement, les marques nationales ont gagné en moyenne France 0,7 points de part de marché. Jusque-là, ce n'est pas révolutionnaire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les profils d'acheteurs qui ont augmenté leur part d'achat de marques nationales plus vite que la moyenne. Et on retrouve là, finalement, des acheteurs plutôt atypiques, j'ai envie de dire, et pas les plus gros acheteurs de marques nationales. Plutôt des gros acheteurs de MDD qui sont mis à surconsommer de la marque nationale, ou en tout cas à augmenter, pas à surconsommer, mais à augmenter plus vite leur consommation de marque nationale que la moyenne. Vous voyez, des revenus plutôt modérés, des ouvriers, des agriculteurs, des zones rurales plutôt que des zones urbaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment ça s'est construit. Et pour ça, on a pris l'exemple, on aurait pu prendre sur d'autres types de foyers, des foyers avec les niveaux de vie les plus modérés. Et ce qu'on a regardé, ce sont les catégories où ils surconsomment de la marque nationale. Donc, où est-ce que les niveaux de vie modérés, finalement, surconsomment de la marque nationale? Et ce qu'on a regardé, c'est quel est le poids de la promo sur ces catégories. Et finalement, quand on prend le top 10 des catégories où les foyers modérés surconsomment de la marque nationale, on voit que le niveau promo représente 24% des ventes, alors qu'en moyenne sur le PGCFLS, on est à 21%. Si on descend sur le top 25 des catégories, ça reste quand même 22% versus 21%, etc. Donc, on voit vraiment que sur les catégories surconsommées, le rôle de la promotion est très important. Xavier en a parlé, il y a une partie de la population qui est fragilisée, qui s'est mis à faire attention à ses dépenses et pour qui la recherche de promotion est très importante. Il va falloir être capable de distinguer les cibles d'acheteurs sur quelle marque, sur quel segment, sur quelle catégorie en ont besoin pour pouvoir ensuite ne pas en faire sur d'autres, évidemment, et pouvoir financer à droite ce que vous ne faites pas à gauche. Mais c'est important parce que là, on a un vrai phénomène, et je pense qu'il y aura une vraie demande de distributeurs de continuer à pousser la promotion cette année face à l'inflation, pour pouvoir toucher ces foyers modérés qui sont à la recherche de prix bas, évidemment, et en particulier sur des marques nationales. Alors, rapidement, toujours les industriels les plus en croissance en 2021 par rapport à 2020, voici le top 10 ici. Parmi les phénomènes un peu transversaux, on a déjà parlé de promotion, mais c'est un levier majeur de croissance pour ces différents industriels. L'innovation en est un également, je vais en reparler en particulier pour Ferrero et pour P&G, mais pas uniquement. Et puis le e-commerce également, où on voit que ces industriels ont réussi vraiment à tirer leur épingle du jeu au e-commerce. Pas mal de gains de diffusion, de référencement, de nouveaux référencements sur certains produits, sur certaines catégories, qui ont tiré la croissance. Mais bon, les 3 gros phénomènes, c'est promo, innovation et e-commerce pour ces top industriels. Autre phénomène qui est important à avoir en tête et qui a beaucoup tiré la croissance de certains industriels, c'est le rôle de l'offre et l'accroissement de l'offre en rayon qui continue. Alors évidemment, par rapport à 2020, on est en 2021 par rapport à 2020 ici, vu les problèmes de rupture de stock qu'on avait connus en 2020, encore heureux, j'ai envie de dire qu'on soit en croissance d'offres par rapport à 2020, mais on est également en croissance de 1,2% par rapport à 2019. Donc les ruptures de stock de 2020 n'expliquent pas tout, et on continue à avoir une offre qui s'élargit, qui s'étaye par rapport aux années pré-crise. Alors le papier, c'est évidemment caricatural de par les ruptures de stock sur le papier toilette, le sopalin, etc., en 2020, mais vous voyez qu'on continue à avoir un accroissement de l'offre sur la plupart des rayons, à l'exception notable, parce que ce n'est pas nouveau, de l'hygiène beauté. L'offre, ça me permet de vous parler un petit peu d'innovation. Je vous disais que c'est un driver majeur de la croissance des fabricants tout à l'heure. Ça reste à un niveau assez bas, voire historiquement bas, en termes de poids de l'innovation dans le chiffre d'affaires du PGCFLS. On a de plus en plus d'innovations, mais qui sont de moins en moins performantes de manière moyenne. Pourtant, l'innovation, ça reste un moyen d'attirer des acheteurs plus jeunes que la moyenne, plus dépensiers que la moyenne, et de faire croître les catégories, puisque c'est à peu près 5% de chiffre d'affaires additionnel en moyenne, l'innovation,
et c'est 10% d'acheteurs supplémentaires pour une catégorie donnée. Donc, c'est un vrai moyen de dynamiser une catégorie et de pouvoir avoir un discours win-win de croissance entre un industriel et un distributeur. Et je vais conclure ma partie, après Daniel, je te laisse la parole, par le classement des meilleures innovations. C'est quelque chose que nous faisons 2 fois par an chez Nielsen IQ. On regarde en fait là, au bout de 6 mois après lancement, pour bien recaler tout le monde sur la même période, quelles sont les meilleures innovations en termes de chiffre d'affaires. Il y a quelques phénomènes intéressants à noter cette année, c'est que, on a eu souvent beaucoup d'innovations alimentaires, parce que le plaisir reste très important dans la consommation en France. Ça reste vrai, vous le voyez ici, néanmoins, il y en a un petit peu moins par rapport à des innovations hygiène beauté ou entretien de la maison. Ferry, le lancement de P&G en France sur les tablettes de lave-vaisselle, c'est une marque qui existait déjà dans d'autres pays, mais vous voyez que sur l'efficacité, on a Ferry, on a les Super 3 en 1 ou les Homo 3 en 1, également PEC sur les produits de lave-vaisselle à la main, et on a quand même encore sur l'alimentaire des glaces, les produits Amora sur les sauces, un autre produit de Ferrero ici. Et puis, sur la deuxième partie de ce top 20, on retrouve là encore des innovations typées efficacité sur l'entretien, même si on a aussi cette tendance de simplification des propositions avec ce qu'on avait tout à l'heure, je ne l'ai pas noté, mais sur du Sanex, Biome Protect, sur du Lotus Baby douceur naturelle, donc des propositions plus simples, plus réduites aussi en ingrédients, plus naturelles, qui sont également une des tendances importantes sur le PLC-FLS. Je te laisse continuer sur la partie retail. Parfait. Merci Emmanuel. Alors, pour terminer, du coup, on va vous parler un peu de la performance des enseignes et des circuits, puis on va se projeter sur les tendances 2022 aussi qu'on peut estimer pour les différents acteurs. Alors, juste avant ça, oh, c'est pas grave, oui, c'est normal. J'ai remasqué un ou deux slides d'ici, c'est normal que ça ne se reprojette pas sur ton support. Oui, c'est normal. C'est logique. Juste un petit point sur le parc, puisque c'est vrai que 2020 avait marqué un peu une pause par rapport au développement des mètres carrés dans la mesure où, bon, évidemment, ce n'était pas forcément évident d'ouvrir des magasins en pleine pandémie. On est revenu sur un rythme, je dirais, assez habituel d'ouverture de points de vente, alors que le marché, on l'a vu tout à l'heure, est plutôt autour de 0%. Hein. Si on prend tout circuit confondu, les dépenses sont assez flattes, ce qui veut dire qu'on a repris les mauvaises habitudes de dégradation des rendements au mètre carré. Et forcément, certes, c'est quelque chose à quoi on est habitué, mais là, cette année, en plus, on a évidemment l'inflation, non seulement des produits alimentaires, mais aussi des coûts pour les distributeurs, donc ce qui va forcément générer beaucoup de tensions, et on peut aussi attendre beaucoup plus de fermetures que d'habitude. Ça, c'est aussi, ça fait partie des paris qu'on prend sur l'année, pas forcément un pari optimiste, certes, mais quelque chose qu'on suppose voir arriver assez vite, notamment pour certains circuits. Il y en a un auquel je pense et qui est ici sur ce slide. Il s'agit des magasins bio. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec Emmanuel. Le bio sur 2 ans reste positif. Mais sur 2 ans, on doit être à plus de 20% de magasins en plus. Donc, en fait, le bio, même s'il y a eu cet effet boost de la pandémie, on est quand même sur des magasins qui continuent à souffrir en chiffre d'affaires en mètre carré. C'est à plus 8 sur 2 ans, je l'ai montré. Voilà, à plus 8 sur 2 ans, donc bien en dessous de ce qu'on peut avoir en termes d'évolution du parc. On est plutôt à plus 15, plus 20% de mètres carrés en plus. Donc, et on était déjà sur des années de dégradation du rendement. Donc, le bio, ça marche, mais vraiment pas partout. Il y a beaucoup de magasins qui ont des difficultés importantes. Et pour qui l'année 2022 va être forcément très difficile sur ce secteur-là, compte tenu du contexte que vous connaissez. À l'extrême droite, vous avez les solderies qui mécaniquement retrouvent des couleurs après une année aussi qui était assez atypique, marquée par pas mal de fermetures, notamment chez Action, hein, quand on avait les rayons non essentiels. Action a même décidé de fermer, Action a même décidé du coup de ne pas ouvrir du tout. Donc là, on est sur des taux assez importants, 40%, et l'année démarre aussi très fort pour ces acteurs-là. Évidemment, en plein dans la promesse prix, hein, on peut aussi supposer que c'est un circuit qui va continuer de progresser. Et puis, on a les Freezer Centers qui refont la même performance que 2020, ce qui est une excellente performance dans la mesure où 2020 avait été une année historique, hein, notamment pour Picard, qui avait joué aussi le rôle de magasin de proximité lorsqu'on avait les contraintes de déplacement. Alors, Picard, justement, est l'enseigne qui ressort dans notre baromètre hein, comme étant la mieux notée d'un point de vue expérience client. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos panélistes, donc aux 14 000 foyers, à chaque fois qu'ils font un acte d'achat, que ce soit du coup en drive, en hypermarché, en supermarché, on leur demande de noter leur expérience client. Est-ce qu'ils ont apprécié faire leurs courses? Beaucoup, un peu, pas du tout.
Et Picard ressort donc sur des centaines de milliers d'observations comme étant l'enseigne qui est la mieux notée. Il y a plus d'un consommateur sur deux qui se dit très satisfait de son acte d'achat chez Picard. Donc, il n'y a aucun acteur de magasin sur des grandes enseignes qui fait mieux. Après, si on va sur le e-commerce, forcément, on va retrouver Amazon qui est très, très bien noté. Et puis après, tous les circuits assez traditionnels, je dirais fort heureusement, hein, on aime toujours aller chez notre boucher du coin ou le boulanger, etc. etc. Et puis, tout en bas, eh bien, on va retrouver finalement encore les mêmes, hein, je dirais les supermarchés, que ce soit Dominante, Marque Propre ou les autres, et les hypermarchés qui sont vus plutôt comme un peu finalement un acte d'achat de corvée. Pourtant, on pourrait penser que l'acte d'achat était jugé plus satisfaisant que l'année précédente, dans la mesure où on avait une meilleure exécution en magasin, moins de ruptures, on l'a vu avec Emmanuel, on revient sur des taux de rupture qui sont, je dirais, plus communs, avec une amélioration sensible sur les catégories qui avaient été très impactées, comme le papier toilette, évidemment, on s'en souvient tous, le lait, etc. Donc là, on revient à la normale, mais attention, c'est que sur les dernières semaines de 2020 et les premières de 2021, oui, et les premières de 2022, on a de nouveau le taux de disponibilité qui se dégrade et une augmentation de la part des ruptures qui sont liées à des causes amont, des produits qui ne seraient pas livrés, des problèmes d'approvisionnement et autres. Donc là, ce qu'on peut voir de l'année 2021 n'est pas du tout révélateur de ce qu'on voit dans les chiffres sur ces dernières semaines. Il y a des vrais trous d'approvisionnement sur certaines catégories qu'on voit de manière ciblée. Donc il y a des impacts négaux aussi qui ressortent dans ces taux de disponibilité. Donc là, ça va être à suivre évidemment dans les prochains jours et prochaines semaines. Donc ça va encore pénaliser un peu plus les hyper et super. Donc les hyper et super, quand on regarde sur le long terme, ce que vous voyez ici avec les parts de marché, on voit la dégringolade assez forte sur les hypermarchés. Ce que vous voyez, on est passé en 20 ans, hein, voilà, de 52% du marché à 38%. Avant, on perdait plutôt 0,5 points par an en moyenne. Là, en 2 ans, on a perdu plus de 2 points. On voit le rôle de catalyseur de tendance finalement de la pandémie. Hein. Pour les hypermarchés, ça a fait vraiment très mal avec un nombre de transactions qui est très à la baisse. En 2 ans, on a perdu 168 millions de transactions en hyper. Ça fait 400 à 500 passages en caisse par magasin et par jour en moins par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. 400, 500, c'est énorme. Vous voyez à quel point voilà, ce sont des magasins qui souffrent d'un déficit de fréquentation par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans le passé. Certes, le non-alimentaire n'était pas au même niveau hein, sur le e-commerce, mais quand même, ce n'est pas la seule raison. Et vous voyez justement le e-commerce, hein, ici sur l'alimentaire, qui suit la trajectoire inverse, hein, avec en 8 ans une part de marché qui a fait x4, sous l'impulsion majoritairement du drive, mais pas que, et ça, on va y revenir évidemment. Et donc, par rapport à l'année dernière, il n'y a que le e-commerce qui repasse sur son historique, fait mieux que ça même, hein, puisque l'e-commerce continue de bien performer avec 6% de croissance, si on va y revenir. Alors pour autant, les hyper super, même s'ils sont en difficulté, c'est pas faute d'y avoir mis les moyens. Je parlais à l'instant des difficultés de fréquentation. Alors pourtant, on a mis la dose hein, en promotion, vous voyez, avec du levier virtuel, de la remise immédiate, donc avec finalement des bénéfices justement immédiats, on n'est pas sur du cagnotage. Ce qui fait aussi un peu écho à ce que fait Casino du coup en ce moment sur l'essence. Je pense que vous avez tous entendu parler, et à mon avis, ça va se voir pas mal sur la part de marché de géants qui pourraient revenir un peu dans le vert là, à court terme, parce que quand vous donnez 40 à 50 euros de bon d'achat à valoir immédiatement après avoir fait le plein, là aussi, c'est du bon d'achat, certes, mais c'est à usage immédiat pour le consommateur. Donc, on est toujours sur des mécaniques qui sont bien poussées. Vous voyez que le chiffre d'affaires suit, hein, avec des mécaniques aussi qui sont dans le vert. Toujours plus d'UB, on va le voir dans un instant, et une allée pénétrante qui est de plus en plus difficile à obtenir pour les industriels, puisqu'on a beaucoup plus d'UB. On a eu en gros 5% d'UB encore dans les prospectus en plus par rapport à l'année passée. Et on a une pression promo qui est à peu près à 10-15% de croissance en 2 ans. Donc, on n'a jamais autant fait en promotion. Toutes les catégories, vous le voyez, hein, d'un point de vue générosité, sont concernées, hein, pas seulement le nombre d'UB, mais évidemment le taux de discount. Forcément, on pense avant tout, depuis les EGA, à l'hygiène beauté et à la droguerie. Hein. Vous voyez les taux de discount qui sont bien au-delà des 25%, hein, ce qui est effectivement assez des 34%, pardon, ce qui est effectivement assez attendu. Avec certaines enseignes qui clairement affirment haut et fort leur politique commerciale. Et surtout chez Inter et chez Carrefour, maintenant sur le DPH,
on fait du plus de 70 de manière très régulière. On n'est plus seulement sur des OP beauté ou le mois du blanc début janvier avec le Ariel à moins de 1 euro. Là, ça se démocratise de plus en plus, ça devient là-dedans. 90% commence à devenir très fréquent. Ça peut encore être assez rare il y a 2-3 ans. Alors, le poids promo avec tout ça, eh bien, il est repassé en dépit des contraintes légales bien au-delà de ce qu'on avait dans l'historique. Hein. Donc, oui, avec 21%, c'est le taux record. Même si on est bien en dessous de certains pays européens. On est du coup sur un taux record sur le poids promo, drivé à la fois par l'alimentaire et aussi par le DPH. Donc, on est quasiment à un quart maintenant du chiffre d'affaires en DPH qui va être fait en promotion. Donc, ça est aussi avec l'objectif de faire des premières de couverture très impactantes avec des gros taux de discount pour faire venir le consommateur sur le carrelage. Alors, quand même si sur le DPH, on a mis la dose, comme je viens d'expliquer sur plein de jeux de mots avec les ici d'ailleurs, comme on a mis les moyens, point de vue générosité, le DPH reste très efficace en promo. Hein. Vous voyez les taux d'incrémentalité qui sont assez forts. 68% pour les hypermarchés, 62% sur les super. Donc, ça reste des promos qui marchent très bien. Sur l'alimentaire, de manière assez attendue, hein, avec le taux de discount qui est plus bas, on voit là que l'incrémentalité de la promotion a été bien impactée, avec moins 20% en d'incrémentalité par rapport à la période pré-EGA sur le food. Plus de promos, un peu moins efficaces. Alors, parmi les enseignes, qui explique cette pression promo à la hausse? Un peu tout le monde, hein, déjà. Globalement, la majeure partie des enseignes sont en hausse de pression promo. Il y a quelques enseignes qui vraiment se distinguent. Carrefour, majoritairement tiré par le DPH, hein, avec plus de 17 points de part de voix désormais, avec quasiment 2 points de croissance par rapport à 2019. C'est Auchan vraiment qui est le plus en recul dans ce classement-là, qui est vraiment issu de la stratégie qu'ils ont mis en place maintenant depuis quelques années, hein, avec la volonté de couper un petit peu les investissements promo. Et à l'inverse, ceux qui sont allés, mais franco, les supermarchés à dominante marque propre, vous voyez Aldi et Lidl, croissance à 2 chiffres, que ce soit sur le nombre d'UB, sur la pression promo, et ça se fait pas mal quand même via la marque nationale. C'est quasiment de mémoire une UB sur 2 sur ces enseignes-là qui est jouée en marque nationale. Donc, encore une fois, avec la volonté d'attirer le consommateur dans le carrelage pour après lui faire évidemment acheter d'autres produits à marque propre. Donc, Aldi et Lidl très dynamique sur le plan promotionnel et ça se ressent dans la part de marché. Alors, encore peu pour Aldi, pour être honnête, hein, le 2,6 points que vous avez tout à droite, seulement 0,3 avec leur achat de Leader Price. On peut penser que on ne voit pas encore les effets vraiment du rachat de l'enseigne. Ça devrait être beaucoup plus perceptible cette année, dans la mesure où il y a aussi beaucoup de rénovations de magasins qui ont été faites l'année dernière. Donc Aldi, probablement 2022 sera bien au-delà de ce plus 0,3 points de part de marché. Et puis Lidl, vous voyez, on est passé en 5 ans de 6,8 à 8 points de part de marché. On est grosso modo au niveau de Carrefour Market maintenant, quand ça donne un bon benchmark avec quasiment les 2/3 des foyers français qui sont clients. Une grosse réserve encore de croissance sur la fidélité. Hein. C'est pour ça que Lidl Plus a été lancé, à l'instar de ce qu'on peut voir dans les autres pays où on a grosso modo un foyer sur deux qui utilise, un foyer sur deux qui est client Lidl, hein, qui utilise Lidl Plus. Et on voit pour ces foyers-là que le panier moyen a cru en moyenne de 30 à 40% selon les pays. Donc, si Lidl affiche la même performance en France, on peut s'attendre à ce que ça génère encore entre 1 et 2 points de part de marché en plus pour l'enseigne, qui avait déjà le vent en poupe bien avant le lancement de cette application-là. Donc, Lidl et Aldi vont continuer, sans surprise, à bien performer en 2022, aidés encore plus par le contexte inflationniste qu'on a déjà beaucoup discuté. Et puis, vous voyez après donc, les enseignes d'indépendants qui continuent sur leur lancée et Carrefour, pour qui ça a été un peu l'année aussi du rebond, même s'il est vrai que quand on a Auchan et Casino qui distribuent autant leur part de marché, tout le monde se retrouve à être en gain. Quand ces deux groupes-là vont toucher un petit peu le fond, forcément la bataille de part de marché sera beaucoup plus intense. Hop, je passe sur Lidl, je vous en ai parlé. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Alors, la proximité, est-ce qu'on parlait
des vainqueurs de 2021 par rapport à 2020. En 2020, vous vous souvenez évidemment que la proximité avait fait une année exceptionnelle du fait des contraintes de déplacement. 2021 est un peu moins positif, mais finalement, si on se remet sur 2 ans, ça reste une performance exceptionnelle. Parce que vous voyez, sur 2 ans, on est encore à 8% de plus par rapport aux ventes de 2019. Mais pour autant, il y a quand même des petits signaux, et même plus que des petits signaux quand il s'agit de Paris, qui là, pour le coup, est vraiment en souffrance. Que ce soit sur 1 an ou 2 ans, vous voyez que les magasins à Paris souffrent bien, grosso modo à 4% de recul. Et évidemment, il y a un lien avec le e-commerce. Et aussi un petit peu un lien avec l'exode rural des Parisiens. Je crois qu'on était à 5% d'inscription à l'école en moins l'année dernière. Donc forcément, ça n'aide pas. Plus le fait qu'il y ait un peu moins de touristes et autres. Et il y a une vraie tendance qui est contre du coup la santé des magasins parisiens. Donc le e-commerce est quand même un bon driver de perte, si je puis dire, parce que vous voyez, la moitié des pertes de la proxy, ce sont des switches vers le e-commerce. Tout ce qu'on pouvait attendre aussi du fait de l'émergence de nouveaux acteurs, la confirmation aussi du relancement de la livraison à domicile. Toutes ces tendances-là impactent beaucoup les magasins de proximité à Paris. Le e-commerce à Paris, justement, vous voyez, plus 66% de ventes. Et là, on ne parle ici que des acteurs généralistes. On verra un scope très exhaustif juste après la performance des différents acteurs sur Paris Intramuros. Mais vous voyez du coup cet effet ciseau assez net entre circuit offline et online. Donc le online, évidemment, ne connaît pas du tout les difficultés du carrelage. Là, on est en plein boom. Donc, on a parlé de livraison de domicile, on a parlé des difficultés aussi liées au fait qu'il y ait moins de trafic, moins de touristes. Et on a aussi du coup le drive piéton. Le drive piéton, on est à peu près à 700 unités aujourd'hui, si on prend une définition consommateur, c'est-à-dire les magasins qui offrent la possibilité de venir récupérer ses courses sans avoir de parking, que ce soit des points de vente dédiés ou pas. Et vous voyez qu'à Paris, il y a quasiment un habitant sur 2 maintenant qui a un drive piéton à proximité immédiate. On parle vraiment de 2 à 300 mètres maximum autour de chez soi, dans la mesure où on ne se voit pas porter les packs d'eau pendant 1 kilomètre. Donc à Paris, Lille, sont des villes qui commencent à être vraiment, vraiment bien équipées et on voit que le drive piéton est aussi encore en forte croissance sur l'année 2021. Puis on a eu le phénomène, c'est aussi un des phénomènes marquants de 2021. On va voir ce qui devient en 2022 avec les quelques recours qui ont été lancés sur les dark stores. Là, au mois de janvier, on était à 138 sites, 138 dark stores en France, avec Getir qui est le leader en nombre de dark stores, qui n'est pas le leader en part de marché. Vous allez le voir, c'est Gorillaz vraiment qui est l'enseigne qui a la plus forte part de marché sur le quick commerce aujourd'hui. Mais là aussi, beaucoup d'acteurs, une concentration qui a démarré, puisque là, vous voyez aussi sur ce graphe, on a Dija et GoPuff qui sont maintenant sous la même bannière. Donc, la phénomène de consolidation est en route. Et Col aussi qui a disparu. Ça bouge pas mal, même si voilà, il y a 3-4 acteurs qui commencent à être bien, qui commencent à avoir un bon développement, qui a un bon réseau et qui commencent aussi à faire un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable. Là aussi, on va le revoir dans un instant. Alors, ce que ça peut donner justement en termes de performance sur le quick commerce, on est sur 10% de la LAD sur l'île de France, sur vraiment la partie food, donc on enlève ici le DPH. Oui, 10% des ventes, c'est pas neutre. Et c'est surtout la dynamique qui est assez impressionnante. Il faut le dire aussi avec des moyens qui ne sont pas négligeables. Je pense qu'on ne fait pas 2 minutes dans la rue sans voir une pub Cajou ou Gorillaz sur un bus ou voilà, sur une affiche. Il y en a absolument partout. Et vous voyez, le panier moyen, 22,60 €, c'est un peu plus que la proximité urbaine. Le panier moyen, on se dit que c'est du dépannage. Oui, mais pas plus ni moins que ce qu'on peut avoir sur un magasin de proxy. Et ça se fait qu'avec 2000 ref, alors qu'en proxy urbaine, on est plutôt au minimum à 4-5 000 ref, voire 15 000 pour certains concepts. Donc avec peu de ref, finalement, ils arrivent à faire un panier qui est assez honorable. Et ici, en plus, on est hors frais de livraison pour les 22,60 €. Pour la proximité, pour être précis, on a 18 € de panier moyen. Et vous voyez le nombre de clients x3 en un quarter, donc là aussi assez impressionnant. Alors face à ça, on parlait de l'assortiment à l'instant, la proximité. Le danger, c'est de vouloir rationaliser. Ça, c'est vraiment un écueil dans lequel les magasins ne doivent pas tomber, dans la mesure où s'ils le font, il y a très peu de chances que ces magasins-là arrivent à faire de la croissance. Vous voyez, il n'y a que 16% des magasins qui ont baissé leur offre et qui ont réussi à être en croissance. À l'inverse, les 3/4 qui ont développé leur offre ont fait une bonne performance sur le total PGC.
Donc, l'élasticité à la taille de boîte est très, très forte en proximité. Surtout face au e-commerce, très important pour les magasins de proposer du choix, et en particulier sur les produits frais, les produits traiteurs de la mer, où il y a une forte demande et où forcément le e-commerce peut être un peu moins fort dans la mesure où il y a un besoin de s'approvisionner de manière régulière à l'égard des DLC. Hop, et pour terminer du coup sur le e-commerce, une des surprises aussi qui explique pourquoi le e-commerce est repassé sur son historique, c'est que les foyers, notamment retraités, qui sont venus de manière assez contrainte finalement sur le circuit lors de dans le premier épisode de confinement, eh bien beaucoup sont restés. 69% des plus de 50 ans ont été fidélisés. Donc là, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Mais le e-commerce a réussi finalement à agrandir son scope d'acheteurs fidèles et réguliers. Et aujourd'hui, vous voyez, on a plus de 10% de la population qui est complètement addict du e-commerce, qui vont faire un acte d'achat tous les 10 jours. Donc là, c'est leur circuit de prédilection. Ils vont faire plus de la moitié de leur budget. Donc, ça devient plus seulement un circuit de complément, c'est le circuit de référence pour une part non négligeable de la population. Il n'y a pas de raison en plus à ce que ça ne s'intensifie pas avec les années à venir. Donc voilà pour la perspective, sur ce qui s'est passé sur les circuits l'année dernière. On a commencé à parler un peu des perspectives 2022, mais on va du coup étayer encore un petit peu ici. La proximité, si on commence en haut à droite, donc il n'y a aucune logique. La proximité, alors il y a plusieurs choses. D'un côté, oui, il va y avoir de l'effet parc positif. Je pense que vous avez vu aussi les déclarations de Casino avec beaucoup d'ouvertures prévues sur Franprix. Mais Franprix qui est en grosse difficulté, on parle de marché, outre l'effet parc. Et on pense que la croissance du e-commerce combinée au discounter, puisque maintenant, avec la reprise de Leader Price par Aldi, il y a énormément de Lidl et d'Aldi à Paris. Si vous regardez, il y a une présence accrue des SDMP en milieu urbain. Et bien tout ça, ça va venir concurrencer à un moment donné la proxy. Il y a un tel écart de prix entre la proxy premium et les SDMP ou le e-commerce, forcément, les magasins vont perdre des clients liés à la production d'un prix. Puis la permanence du télétravail, bien sûr, qui va jouer. Le e-commerce, le drive va probablement marquer un peu le pas. On pourrait être sur une année de consolidation à peu près, du drive, donc sur une tendance relativement plate. Mais la livraison domicile et Amazon en tête est en plein boom. Enfin, Amazon continue. Alors, sur ceux qui sont sur le DPH, on est sur des croissances à 2 chiffres. Et quand on dit 2 chiffres, on ne parle pas de plus de 10%, bien au-delà. Une enseigne qui est très, très, très dynamique. Et puis après, la plupart des enseignes sont aussi bien orientées, Carrefour livré chez vous, etc. Donc la livraison domicile va continuer. On a le quick commerce qui met les moyens, comme on vient de le dire aussi, pour se développer. Donc il n'y a aucune raison, parce que le e-commerce via, on va dire, le home delivery, quel qu'il soit, continue à bien performer. Les hypermarchés, alors là, en même temps, ce qu'on dit sur Casino peut nous faire un peu mentir, donc ça sera intéressant. On pense que les hyper, là aussi, il n'y a pas de raison objective à ce que les hypermarchés redeviennent dynamiques plus que les années précédentes, sauf s'il y a un vrai bénéfice. Donc, sur les hypermarchés, il y aura probablement des tendances très différentes selon qu'il s'agit d'hypermarchés bien positionnés en prix ou non. C'est aussi où le coût de Géant Casino est intéressant en ce moment. Donc, il faut faire venir le consommateur et justifier un déplacement. Qui plus est, quand il y a un prix de l'essence qui est élevé. Ce sera intéressant. Et les supermarchés, on en a moins parlé, attention, on en a parlé un petit peu au début. Les supermarchés, il y a un biais énorme sur la performance du circuit qui est lié à leur localisation très forte sur l'ouest de la France, où nous partons de plus en plus vivre. Donc forcément, il y a une dynamique long terme qui est favorable d'un point de vue localisation, en plus du format du magasin qui évidemment là aussi plébiscité depuis de nombreuses années. Donc voilà grosso modo sur les tendances des circuits. Si on met tout bout à bout, alors, les tendances, je dirais qu'on pourrait les revoir un peu parce que il y a un mois. Voilà, on l'a fait il y a un mois, donc c'est vrai que là, on était plutôt avant parti sur une inflation entre 2 et 3%. Là, très clairement, de par les résultats des négociations qu'on peut entendre via nos partenaires distributeurs et industriels, plus l'impact ukrainien, il serait quand même très étonnant qu'on soit, on va dire, à fin avril, début mai, en dessous de 4% d'inflation. Donc, on pourrait revoir du coup la performance valeur un peu au-dessus, mais par contre, une performance volume qui s'en trouvera d'autant plus impactée.
donc avec peut-être probablement des volumes qui vont être en recul. Et puis après, aussi sur l'alimentaire, une performance qui va dépendre de ce qui se passe dans les autres secteurs d'activité. C'est-à-dire que si le gouvernement annonce des aides supplémentaires, etc., sur l'énergie, sur d'autres choses, ça redonne un poil de pouvoir d'achat qui peut être investi dans l'alimentaire. Maintenant, l'alimentaire, c'est quand même très résilient. Et c'est à l'intérieur des catégories, à l'intérieur des types de marques, à l'intérieur des circuits, qu'on va avoir aussi des stratégies consommateurs pour limiter la valeur totale du panier entre tu le disais, est-ce que les SDMP vont encore accroître la part de marché? Est-ce que les MDD vont connaître un rebond qu'on ne voit pas comme on vous l'a montré? Est-ce que certaines catégories vont être coupées aussi parce qu'il y a des catégories non indispensables? C'est une partie de ce qu'on avait vu en 2008, par exemple, retour des MDD, Exactement. discounters en croissance, certaines catégories non essentielles coupées. C'est trop tôt pour se positionner. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore de mouvement majeur, là, début mars. Mais nous, on va le suivre de près et c'est les scénarios, en tout cas, qu'on a en tête. En tout cas, elle dit Lidl, ça, c'est même pas un pari, c'est un peu la vérité de la palisse, quoi. C'est sûr que Aldi et Lidl vont faire une année exceptionnelle. Et c'est le cas, Lidl, dans tous ces pays, est en fort gain de part de marché. Donc là, ils ont le contexte idéal pour eux pour faire une année exceptionnelle. Et après, voilà, tout va dépendre aussi de la volonté des enseignes d'investir fortement. Donc, je reparle encore de Jean Casino, parce que dans les faits, on parle du bon d'achat de l'essence. Mais en plus de ça, pour les clients qui se sont abonnés, il y a les 10% de remise sur la MDD qui viennent en plus. Vous imaginez à la fin, sur le bas de page, le coût pour l'enseigne pour faire revenir des consommateurs dans ces hypermarchés. Combien de temps aussi les enseignes peuvent se permettre de faire ça? Donc, et pour vous donner aussi un ordre d'idée, je pense que après vous entendez aussi ça via la presse, mais dans les hypermarchés, le coût de l'énergie, la facture additionnelle, c'est énorme. C'est au moins 200 000 € par magasin. Donc, il faut l'absorber, ça, à un moment donné. Donc, à voir comment ça va être répercuté aussi sur l'inflation. Mais il n'y aura pas que l'impact matières premières négo. L'impact aussi de l'énergie va devoir être répercuté par les magasins. On avait terminé. Voilà. Merci Daniel. Pardon. Quel est le poids des acteurs? Je crois que j'ai vu en dessous une question. Effectivement, est-ce que vous avez le temps de répondre justement aux quelques questions qui ont été posées? Bien sûr. Alors, très bien. Alors, le poids des acteurs. Alors, Action, je l'ai en tête, typiquement, qui n'est pas dedans. Quand on regarde sur un Total France, on est à peu près à 3% de part de marché. Donc, voilà, Action pour vous donner. Parce que je pense que là, c'était peut-être lancer lesquels vous direz. Ouais, je vais tout en tête. Bon, on a les chiffres là, on pourra vous les rajouter à la rigueur, mais on a ces comparatifs là. Il n'y avait pas cette question dans le chat. Je pense que ça a été clair. Du coup, quand il n'y en a pas, c'était très clair. Je sais pas si vous avez ici d'autres questions ou s'il y en a d'autres sur Teams. À l'oral. Si tout était clair. Je pense que oui. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présentation. De toute façon, s'il y a des questions, je peux donner un mail de la communication d'Ania pour les poser. Et un grand merci à vous. Et oui, on partagera le support. Merci aux participants. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci. Merci à tous. Au revoir.